Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Depuis jeudi dernier, le Comédia à Paris propose un spectacle intitulé Madiba le musical. Autant dire qu'il est question d'un certain Nelson Mandela. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui du grand homme de l'Afrique du Sud. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je vais en parler d'autant plus volontiers que la situation à Johannesburg est pour le moins préoccupante. Pour nous aider à éclairer la personnalité de Mandela, un invité que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de l'ami Thierry Geffrotin de la rédaction d'Europe 1. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sophia sur l'origine du droit de veto. Autant dire que notre émission d'aujourd'hui est dédiée au délicieux, au salutaire pouvoir de dire non. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je me suis battu contre la domination blanche et je me suis battu contre la domination noire. J'ai rêvé de l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble, en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je veux vivre et que je veux réaliser, mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Le 11 février 1990, Nelson Mandela, il a à ce moment-là 71 ans, est au balcon de l'hôtel de ville du Cap en Afrique du Sud et, dans son costume sombre, un peu rigide, un peu guindé, il s'adresse à la foule. Le plus vieux prisonnier politique du monde vient en effet d'être définitivement libéré de prison. Je dis définitivement puisque depuis 2 ans, il était en résidence surveillée. Ça faisait 26 ans. 26, que le chef historique du Congrès national africain, l'ANC, était derrière les barreaux, dont 18 au bagne de l'île de Robben Island. Mandela avait été condamné à la prison à perpétuité par la Cour suprême de Pretoria en 1964. Le 11 février 90, au bras de sa femme, le poing levé, il tient le même discours que 26 ans plus tôt devant la cour qui l'avait condamné à la prison à vie. Lui qui, à sa naissance, ne se prénommait pas Nelson, mais Rolihlahla, ce qui veut dire le fauteur de troubles, le trublion en langue xhosa, eh bien, en fait, il a bien été le trublion. Il jouit d'une liberté recouvrée donc après 26 années de détention, ce Nelson Mandela, qui n'oublie pas son combat contre l'apartheid, le combat de toute sa vie, lui qui est issu d'une lignée princière, puisque son arrière-grand-père a été le roi d'un peuple, le peuple Tembu. Il était né, Mandela, le 18 juillet 1918, dans l'est de la province du Cap, à Mvezo. On est dans une région tout à fait rurale. Alors, il est le plus jeune des 4 fils d'un chef de village qui lui-même a 13 enfants de ses 4 épouses. La mère de Nelson a 4 enfants, mais Nelson est le seul garçon qu'elle ait eu. Lorsqu'il entre à l'école primaire, on va lui donner son prénom. Je le cite puisqu'il l'a raconté lui-même. Quand j'ai été à l'école, le professeur m'a demandé « Comment t'appelles-tu » Je lui ai dit mon prénom africain, Rolihlahla. Elle m'a dit « Non, je ne veux pas de celui-là. Tu dois avoir un prénom chrétien. » Je lui ai répondu « Non, je n'en ai pas. » Elle m'a dit « À partir d'aujourd'hui, tu en as un. C'est Nelson. » Et voilà comment j'ai été renommé Nelson. Lorsqu'il n'est pas à l'école, le petit Nelson s'occupe des veaux et des moutons qui appartiennent à sa grande famille. On est dans le respect de la religion chrétienne, dans cette famille. Chez lui, on est méthodiste. Mais on respecte aussi les vieilles traditions locales. Il faut savoir que Nelson a appris à parler, à écrire dans la langue xhosa. Après le dîner, nous écoutions avec fascination ma mère et parfois ma tante nous raconter des histoires, légendes et fables transmises depuis d'innombrables générations et qui stimulaient notre imagination tout en contenant d'instructives leçons de morale, écrit-il. À 11 ans, son père meurt. Il va être élevé à partir de là par le chef du peuple Tembu. Nelson Rolihlahla, si vous voulez, dans la famille, devient conseiller du prince, mais il n'en poursuit pas moins ses études. Il faut savoir qu'à cette époque, le régime d'apartheid n'a pas encore été mis en place. Ça n'empêche pas le racisme d'être omniprésent depuis la colonisation au début du 19e siècle, lorsque les colons hollandais ont débarqué en Afrique du Sud. Et malgré l'indépendance de 1910 d'ailleurs, et la naissance de l'Union d'Afrique du Sud. Depuis plusieurs années, de nombreux paysans
indépendants noirs sont expropriés de leurs terres. Ils n'ont pas le droit d'être propriétaires. Et dans de nombreuses villes, il existe évidemment déjà des quartiers blancs et des quartiers noirs. Malgré ces mesures, Mandela a tout de même un rare privilège pour un noir, il faut le dire, puisqu'il va poursuivre des études supérieures. À 21 ans, il entre à l'université de Fort Hare, qui accueille les enfants des grandes familles noires de toute l'Afrique du Sud. Il étudie l'anglais, la politique, l'histoire. C'est le moment évidemment où il s'ouvre à ce qu'on pourrait appeler la pensée occidentale. Et il va s'intéresser à ce qu'il y a dans la pensée occidentale de plus rebelle, justement à l'époque. Il s'intéresse au marxisme. Il va adhérer bientôt au Parti communiste sud-africain. Et surtout, s'il y avait un modèle à mettre en avant, s'il y avait une sorte, pour Nelson Mandela, d'inspiration, c'est Gandhi. N'oubliez pas qu'on est évidemment au moment où Gandhi commence à faire parler de lui en Inde. Gandhi avait déjà commencé à faire parler de lui en Afrique du Sud d'ailleurs, il faut le noter. Mandela est très occupé, il fait partie de l'association chrétienne des étudiants, il fait du sport aussi, il fait de la boxe qu'il pratique dans un quartier de Soweto, la banlieue noire, à une quinzaine de kilomètres de Johannesburg, mais c'est aussi à l'université qu'il découvre à quel point pour un noir il est très difficile de former des projets. Il découvre le racisme au quotidien. Il va jouer un rôle dans une pièce de théâtre qui est organisée par l'université et je ne sais pas si c'est tout à fait un hasard, il joue le rôle de l'assassin d'Abraham Lincoln. Vous avouerez que ça ne manque pas d'ironie. Lors de sa deuxième année dans cette université, Mandela se distingue par son caractère déjà fort, déjà fier. Il va lancer un mouvement de grève, par exemple, pour protester contre le règlement intérieur en vigueur dans l'établissement. Il démissionne à 2 reprises du conseil des étudiants, toujours pour des histoires de discrimination à chaque fois. Il est également provisoirement expulsé de l'université. Il est vraiment trop incontrôlable, ce Nelson. Alors il rentre dans son village et là, il découvre que c'est pour se marier. On lui a organisé une espèce de mariage. Vous savez, ce sont les mariages arrangés, comme on peut en voir évidemment dans ces peuples de l'Afrique australe. Dans une conversation avec le journaliste britannique Stengel, il dira plus tard, je le cite, « On me préparait à devenir chef de la tribu, mais je me suis enfui. Ça a changé toute ma carrière. Si j'étais resté à la maison, je serais un chef respecté aujourd'hui et j'aurais un gros estomac et plein de bœufs et de moutons. » Avec son cousin qui également a été obligé de fuir un mariage arrangé. Le voilà donc parti pour Johannesburg. Il va devenir veilleur de nuit, il fait des petits métiers pour survivre. Mais ce qu'il veut, lui, c'est aller jusqu'au bout de ses études de droit, c'est devenir avocat pour défendre son idée de la justice. Extrait de la bande originale du film Mandela, un long chemin vers la liberté réalisé par Justin Chadwick. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer de parler de Nelson Mandela sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'Afrique du Sud sur Europe 1, on vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Nelson Mandela. À 23 ans, Nelson Mandela est donc un fugitif, un homme qui a quitté sa famille pour essayer d'éviter un mariage arrangé. Il veut donc devenir avocat. Avec son cousin, il arrive à Johannesburg et là, il va faire une rencontre absolument déterminante pour lui. Il rencontre un homme qui est à la tête d'une agence immobilière pour noirs. Et oui, il faut déjà se mettre dans cet état d'esprit de discrimination systématique dans ce pays. Cet homme-là s'appelle Walter Sisulu et c'est grâce à lui que Mandela obtient un stage dans un cabinet d'avocats, ce qui lui permet d'ailleurs simultanément de continuer ses études à l'université où il va obtenir son diplôme de droit. Ensuite, il va à la fac de droit. Enfin bref, il est toujours le seul étudiant noir dans ses classes, il faut le dire.
Walter Sisulu lui présente sa cousine Evelyn Mazet, qui est une infirmière avec qui Nelson va se marier. Elle lui donnera 4 enfants, dont une fille qui est morte à 9 mois. Nelson a tout du jeune homme bien comme il faut. Il est grand, robuste, toujours bien habillé. Ça l'empêche pas de vivre, comme beaucoup de ses compatriotes, dans un bidonville. C'était un quartier typique des bidonvilles, surpeuplé et sale, racontera-t-il, avec des enfants mal nourris, courant presque nus ou vêtus de haillons pouilleux. Ça grouillait de sectes religieuses, de bandits et de bars clandestins. À cette époque, Nelson continue à s'intéresser à la politique, et même plus que jamais, et notamment à un parti bien spécifique qui est le Congrès national africain, l'ANC, qui s'appelle comme ça d'ailleurs en référence au fameux congrès qu'avait créé là-bas, vous savez, quand je dis là-bas, en Inde, Nehru, Gandhi, etc. Ce parti milite pour l'égalité entre la majorité noire du pays et la minorité blanche, et notamment pour le partage des terres. Ce parti voudrait instaurer le suffrage universel non racial. Mandela trouve que ce discours est magnifique. Donc il adhère à l'ANC, et avec son ami Oliver Tambo, qu'il connaît depuis l'université, il va créer la Ligue de la jeunesse de l'ANC qui défend l'éducation pour tous. On est au moment des élections générales de mai 1948 et le Parti national, un parti africanaire, un parti qui prône l'apartheid, va remporter ces élections. Et par la même occasion, ce qui remporte les élections, on pourrait dire que c'est le régime de séparation des races. La campagne de ce parti national a séduit les riches propriétaires terriens, mais aussi les ouvriers blancs qui ont beaucoup craint pour la concurrence des ouvriers noirs. De nombreuses lois discriminantes sont adoptées dans la foulée par le nouveau gouvernement. La loi sur les zones réservées oblige les populations à résider dans des zones d'habitation bien définies. La population peut maintenant être fichée en fonction de sa race. Les mariages mixtes sont interdits, j'ai envie de dire, etc., etc. Il faut, quand on est noir en Afrique du Sud à partir de 1949, un laissez-passer pour se déplacer. Et bien entendu, face à cette discrimination rampante, on voit l'ANC lancer une campagne de désobéissance civile. Il faut frapper fort, il faut organiser des actions de masse pour lutter contre le nouveau régime. On s'inspire toujours de l'idée du Congrès indien, de Gandhi, etc. Les actions de masse sont violemment réprimées. Je vous donne un exemple. En 1950, il y a 18 morts et 30 blessés dans la répression d'une grève qui avait été lancée par le Parti communiste interdit dans la foulée. Il en faudrait davantage pour effrayer Nelson, qui est devenu l'un des chefs de l'ANC. C'est un orateur et même un excellent orateur. Il est l'un des 2 premiers avocats noirs de Johannesburg avec son fameux ami Oliver Tambo. Ils fondent un cabinet d'avocats ensemble, Mandela et Tambo. Et c'est ce cabinet qui va fournir des conseils juridiques gratuits, ou en tout cas à très bas coût pour un certain nombre de Noirs qui n'auraient pas les moyens de se payer les frais d'un avocat. Le 22 juin 1952, Mandela organise à Durban un grand rassemblement. C'est un énorme succès. 10 000 personnes bravent les interdits, sont là, qui chantent, qui crient des slogans pour la liberté. Évidemment, ça ne change rien à la situation. Je dirais même que la situation, si on regarde bien, elle s'aggrave. Nelson Mandela est arrêté quelques semaines après le rassemblement de Durban, en juillet 52, pour avoir violé la loi sur l'interdiction du communisme. Il est condamné à ce moment-là à 9 mois de travaux forcés avec sursis. On pourrait dire que c'est une peine quand même plutôt clémente. Ensuite, il est banni par le régime. En clair, il n'a pas le droit de participer aux réunions publiques, etc. Et ça va durer 2 années. Le but du régime, c'est de le faire taire. C'est ça ce qu'on recherche, bien entendu. L'ANC passe à ce moment-là la barre des 100 000 adhérents. Le régime d'apartheid fait adopter de nouvelles lois. On a l'impression d'une escalade. C'est exactement ce qui est en train de se passer là sous nos yeux. La loi sur la sécurité publique permet la détention d'individus sans jugement préalable. Elle autorise les châtiments corporels. On a l'impression de faire un saut de 100 ans en arrière. L'état d'urgence peut être proclamé. Le gouvernement a le droit de légiférer par décret. Bref, on est quasiment dans un régime, dans une forme de dictature militaire. Les 25 et 26 juin 1955 est organisé à Kliptown, un quartier de Soweto,
un congrès du peuple qui va adopter une charte de la liberté prônant la démocratie, une démocratie régie par le suffrage universel. Nelson Mandela pense de plus en plus que la désobéissance civile et l'action pacifiste sont dépassées et il est en train de virer, si je puis dire, de basculer dans toute autre chose, c'est-à-dire dans la violence. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nelson Mandela est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous continuez de nous raconter, Franck Ferrand, la vie et le destin de ce grand homme d'Afrique du Sud. 1956, cela fait 8 ans que le Parti national, donc le Parti Afrikaner, gouverne l'Afrique du Sud avec les conséquences terribles que je vous ai dit. Le Premier ministre s'appelle Hendrik Verwoerd. Il a fait adopter un certain nombre de lois raciales dans un pays qui, quand même, pour vous donner une idée, compte 25 millions de Noirs pour 4 millions de Blancs. On parle néanmoins gentiment de politique de bon voisinage. Les Noirs doivent notamment se déplacer dans leur propre pays avec un passeport pour bien pouvoir les contrôler, vérifier qu'il n'y a pas de mouvement de masse, etc. Nelson Mandela est donc un avocat, c'est un des leaders de l'ANC, il est dans la ligne de mire du gouvernement qui cherche tous les moyens de l'écarter. Nelson Mandela va participer à la création de la charte de la liberté à Soweto, je vous en parlais tout à l'heure, et pour le gouvernement, ça c'est un très bon prétexte. C'est la preuve de la préparation d'un complot communiste. N'oubliez pas qu'on est aussi dans le contexte de la guerre froide, qu'on est à la fin des années 1950. Mandela est arrêté pour trahison. Je dis bien pour trahison, c'est le seul moyen qu'on a eu de le punir. Il va passer 15 jours en détention avec 156 autres inculpés, parmi lesquels de nombreux chefs de l'ANC. À ce moment-là, il risque la peine de mort, mais après une procédure qui n'en finit plus et qui va le maintenir ou le détenir, devrais-je dire, pendant 5 ans, il est finalement acquitté. Durant cette période d'assignation à résidence et de bannissement, Nelson va trouver du réconfort auprès de sa nouvelle épouse, celle que vous connaissez si je puis dire. Elle s'appelle Winnie Madikizela. C'est avec Winnie qu'il va avoir 2 enfants. Au fil des mois, les tensions sont de plus en plus graves entre les Noirs qui sont parqués maintenant dans des espèces de ghettos surpeuplés et la population blanche très minoritaire. Les manifestations se succèdent au Cap, à Johannesburg, un peu partout, au point que le gouvernement se sent obligé de proclamer l'état d'urgence. Tous les pouvoirs sont maintenant dans les mains de la police et de l'armée. Et à Sharpeville, le 21 mars 1960, Sharpeville c'est un township dans le sud du Transvaal, on n'est pas loin de Johannesburg, une manifestation est organisée par un mouvement, le Congrès panafricain, manifestation contre l'extension aux femmes du passeport intérieur. Jusqu'alors, seuls les hommes noirs devaient porter le fameux passeport. Et bien maintenant, les femmes vont devoir en faire autant. Il y a du monde à cette manifestation. 5000 personnes et même peut-être 7000 non-armés se font littéralement tirer dessus et même tirer dans le dos par la police avec un très lourd bilan. 69 morts, dont 8 femmes, 10 enfants, 180 blessés, dont beaucoup sont des blessés graves. Le congrès, l'ANC, est interdit. Ces leaders vont désormais être obligés de vivre dans la clandestinité et Nelson Mandela, bien sûr, qui est complètement choqué, dépassé par ce déferlement de violence, Nelson Mandela décide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de passer à la lutte armée. Il va fonder la branche armée de l'ANC. Là, on n'est plus du tout dans la lignée de Gandhi, bien entendu. L'ANC étant interdite, Mandela est dans la clandestinité, vous l'aurez compris. Ça ne l'empêche pas d'accorder sa première interview à la télévision, où il apparaît, cheveux courts, avec une raie, il porte une barbe, il a le regard grave. Je le cite, « Les Africains veulent le droit de vote sur la base « un homme, une voix ». L'indépendance politique, beaucoup parmi nous jugent inutile et stérile de continuer à parler de paix face à un gouvernement qui ne répond que par des attaques sauvages sur un peuple désarmé et sans défense. Il va falloir pratiquer le sabotage contre les installations publiques, militaires, et contre les installations, disons, de l'apartheid, mener la guérilla et même un certain terrorisme avec des recrues qui sont entraînées dans une discipline paramilitaire. Nelson Mandela est devenu un terroriste, en tout cas aux yeux de son gouvernement. Il est bien sûr l'homme le plus recherché d'Afrique du Sud. Et pendant ce temps, le monde entier est en train de prendre conscience de ce qui se passe dans ce pays sud-africain, auquel on n'attachait jusqu'alors pas grande importance. En octobre 61, le chef de l'ANC, Albert Luthuli, est le premier Africain à recevoir le prix Nobel de la paix.
Il va aller chercher son prix à Oslo, malgré son assignation à résidence. Quant à Mandela, avec son ami Tambo, il décide au cours de l'année 62 de faire une tournée dans les pays qui viennent d'acquérir leur indépendance. N'oubliez pas que là aussi, il faut tenir compte du contexte géopolitique d'un continent africain où la décolonisation est en marche. Elle est même en grande partie accomplie en 1962. Mandela se dit que ça va peut-être aider à faire pression sur le gouvernement afrikaner. Mais la suite va lui prouver le contraire. Le 5 août 1962, il circule en voiture dans la ville de Howick et il racontera plus tard: une voiture, une Ford V8 est passée et on nous a aussitôt ordonné de nous arrêter. Ils ont très bien choisi l'endroit parce que sur la gauche, il y avait un talus trempé et j'étais assis sur la gauche. J'étais en pleine forme à l'époque et je pouvais pratiquement escalader n'importe quel mur. Alors j'ai regardé derrière par le rétroviseur et j'ai vu 2 voitures qui nous suivaient. Je me suis dit qu'il serait ridicule de tenter de m'échapper et qu'ils m'abattraient. Alors nous nous sommes arrêtés. Un gars s'approche, grand, mince, en civil, et il me dit « Je suis le sergent Vorster » avant de sortir un mandat. Il s'est montré très correct, courtois. Il m'a demandé mon nom. J'ai répondu: je suis David Motsamai. Non, ne seriez-vous pas Nelson Mandela? Je suis David Motsamai. Vous êtes Nelson Mandela et vous êtes en état d'arrestation. Après 1 an de semi-clandestinité, Mandela, qui était déguisé en chauffeur ce jour-là, est donc arrêté. Il est emprisonné au fort de Johannesburg et il va donc être condamné dans un premier temps à 5 ans de prison. Et puis quelques mois plus tard, ses amis sont à leur tour arrêtés dans une petite hutte à Rivonia, on est au nord de Johannesburg. Tous les chefs de l'ANC désormais sont derrière les barreaux. Ils sont considérés comme des communistes, ils sont considérés surtout comme des terroristes. Et le 12 juin 64, après 6 mois de procès, le fameux procès de Rivonia, où il est inculpé pour sabotage, trahison et complot, Nelson Mandela est donc condamné à la prison à vie. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck. Nelson Mandela n'est pas un grand concertiste, ni un comédien hors pair, et pourtant vous le connaissez bien. Avec vous dans un instant, nous allons apprendre à mieux le connaître. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Pour mieux isoler. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nelson Mandela est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez le journaliste au service culture d'Europe 1, Thierry Geffrotin, auteur du livre audio Nelson Mandela, le prodigieux destin d'un humaniste, paru aux éditions éponymes. Alors Thierry Geffrotin, je précise quand même à nos auditeurs qu'il y a quand même un lien avec la musique et avec le spectacle, puisqu'il y a une comédie musicale sur Nelson Mandela qui vient de commencer. Oui, une comédie musicale qui arrive à l'affiche. Je pense que c'est l'histoire romancée, je l'ai pas encore vue, c'est l'histoire romancée de Mandela, mais c'est épique la vie de Mandela, évidemment. C'est un homme tellement incroyable qui était dans la légende de son vivant. Je disais qu'il s'est beaucoup inspiré de Gandhi. Gandhi a sans doute été le premier modèle de Mandela et celui dont il s'est d'ailleurs toujours réclamé. Mais il y a une dimension supplémentaire, pas forcément magnifique d'ailleurs, mais en tout cas une dimension supplémentaire par rapport à Gandhi, c'est justement cet activisme violent, disons-le. Ah, le mot, et il faut dire les choses, vous l'avez déjà dit d'ailleurs Franck, ça n'a pas simplement été que cet homme qui prônait la réconciliation, la paix, c'était un activiste. Et vous avez dit les mots terroriste aussi, il a été condamné parce qu'il était communiste et terroriste. Donc derrière cette figure légendaire, il y a un homme d'action et qui a passé sa vie à prêcher par la parole, mais qui était aussi sur le terrain. Il a fait des voyages en 1962 avant d'être arrêté. Il a fait des voyages dans des pays africains. Alors quand on regarde la carte, c'est époustouflant. Il était quand même proche du pays parti nouvellement communiste. Indépendants. Voilà, c'était un homme de combat, un homme de lutte et de terrain. On sait à quel point il faut être méfiant envers ces accusations de communisme à partir du milieu des années 50 du fait de la guerre froide. Dans tout le monde libre, comme on disait, on était volontiers taxé de communisme dès qu'on n'allait pas dans le sens des gouvernements quand même. Mais là, en l'occurrence, on a bien affaire à un vrai communiste, si je puis dire. Il a appris la doctrine marxiste à l'université et il s'est réclamé du communisme, Nelson Mandela. Oui, il s'en réclame dans un pays qui se présente comme le rempart contre le communisme. Il faut en effet replacer géographiquement l'Afrique du Sud et aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que les grands moments qui accompagnent la vie de Mandela, le début des années 60, on est quand même en pleine guerre froide. 1985, quand la situation va évoluer pour lui, la perestroïka, les blocs commencent à bouger et sa libération 1990. Donc vous voyez, tout ce qui se passe dans la vie de Mandela est à remettre dans le contexte mondial de la géopolitique. Alors ce qu'il y a de toujours passionnant
dans le parcours de ces personnes qui incarnent un combat juste, parce que là c'était vraiment une situation effroyable, ce qui se passait en Afrique du Sud. Et même avant 48, même avant les lois ça avait commencé bien avant, institutionnalisant l'apartheid, ça avait commencé bien avant. Mais comment peut-on imaginer que ces fameuses lois qui n'étaient que des coutumes aient pu devenir officielles, ce soit, comme vous le dites, institutionnalisées? Ça paraît extraordinaire quand même, on est au milieu du XXe siècle. Oui, alors on est au milieu, il y a, je vais dire tradition, le mot est horrible, mais il y a de ça, il ne faut pas oublier que ce continent, enfin cette partie du continent, l'Afrique du Sud, alors pas seulement le pays, mais ce coin du monde, les Anglais sont passés par là. Oui, bien sûr. Un des fleurons de l'ancien empire britannique. Oui, c'est aussi, on parle toujours des Afrikaners, mais il faut aussi parler des Anglais. Il y a une forme de colonisation. Il y a des textes qui nous font hérisser les poils quand on lit ça aujourd'hui. La manière dont est présenté l'apartheid, c'est incroyable. On est en 1948, c'est quand même avant-hier, c'est pas hier, c'est avant-hier. Il faut dire que la population néerlandaise, enfin en partie néerlandaise, en partie anglaise d'ailleurs, qui s'installe, les blancs qui sont donc en Afrique du Sud, ne se sont pas développés comme ils l'ont fait par exemple en Australie. C'est une population qui est restée relativement stagnante par rapport à la population noire qui, elle, du fait d'une démographie extraordinaire, s'est développée considérablement. Il y a eu aussi cet effet-là, sans doute. Oui, économiquement et politiquement, le pouvoir est aux blancs, mais la majorité est noire. Et bientôt l'écrasante majorité, puisque je parlais d'un rapport de 1 à 5, presque 1 à 6 même. Un cinquième ou un sixième seulement de la population était blanche. Tout le reste était constitué de noirs. Mais alors des noirs qui ne s'entendaient pas forcément tous entre eux, parce qu'il y a des peuples différents. C'est ça qu'il faut peut-être préciser aussi. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. Et voilà, c'est ça, alors vous avez la langue, alors vous le dites à votre manière. Moi, je ne sais pas le dire comme le font les habitants, vous savez, les clics du Kosa, là. Vous avez le Zoulou, qui est la première langue. Vous avez évidemment l'anglais, l'africain. Enfin, 11 langues. Vous imaginez comment arriver, on parle de nation arc-en-ciel, nous, ça nous fait rêver, mais comment arriver à faire avancer d'un même pas des ethnies et surtout des personnes qui parlent des langues aussi différentes. Qui ont des traditions, des philosophies complètement différentes. Oui, des religions. Par exemple, on parle de cette descendance néerlandaise. Alors, ils sont plutôt calvinistes. De Klerk, par exemple, était un calviniste, alors que vous avez dit que Nelson Mandela est notamment méthodiste. Parce que je pense que sa tradition spirituelle est multiple. Mais en effet, les sources spirituelles sont multiples. Les traditions, c'est compliqué, l'Afrique du Sud. Oui, c'est une mosaïque vraiment... Et aujourd'hui encore, c'est compliqué. Oui, c'est déroutant pour nous. On viendra à la situation actuelle vers la fin de l'émission, parce que j'aimerais qu'on en dise un mot. Elle n'est pas brillante, la situation actuelle en Afrique du Sud, il faut bien le dire. C'est un pays passionnant. Moi, je l'ai découvert, je le reconnais, à travers les romans d'humour de Tom Sharp. Mais au-delà de Tom Sharp, on se rend compte de la subtilité de ce pays très étrange. Ce qui est certain, c'est que dans les années 50, c'est plus subtil du tout. Le gouvernement a instauré ce régime incroyable de l'apartheid, c'est-à-dire une ségrégation légale d'État. Et ça va permettre justement à ces peuples tellement disparates et différents de se retrouver, de se regrouper en quelque sorte, d'où cette idée d'un congrès. On est dans un schéma qui ressemble à celui de Gandhi et Nehru en Inde. Oui, absolument. Alors vous parlez de subtilité. Mandela est d'une extrême, c'est une mosaïque Mandela, c'est-à-dire qu'il a ses origines quasi royales, il a cette éducation anglophone. Nelson, c'est quand même pas rien de se prénommer Nelson. C'est son institutrice qui l'a appelé comme ça. Mais derrière, il y a toute une éducation qui va avec le prénom. Oui, bien sûr. Et puis il y a ses lectures, sa vie, le fait par exemple quand il sera en détention, il apprend la langue, il apprend l'afrikaans parce qu'il veut comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ça c'est quand même très fort. Moi ça m'a marqué quand j'ai lu son autobiographie, il faut la lire absolument. Alors c'est une autobiographie écrite à plusieurs mains, il faut le savoir que ce n'est pas vraiment lui tout seul. Ça ressemble un peu à une hagiographie quand même, il faut bien le dire. Oui, c'est une hagiographie. Mais c'est un moyen de comprendre à quel point Nelson Mandela avait une pensée stratégique. C'est un véritable sage dans son genre, on peut le dire. Et donc, dans un premier temps, il est apôtre de la non-violence. Oui, pour lui. Alors, l'ANC, d'ailleurs, à l'époque, c'est... L'ANC, quand l'ANC est fondée en 1912, c'est un Zoulou qui a été éduqué, élevé, je préfère élevé parce qu'il y a une côté, on va plus haut, par les Anglais. C'est plutôt un courant de pensée qu'un parti politique. Et c'est l'idée aussi de Mandela lorsqu'il adhère à l'ANC, il a 25 ans environ. C'est le glissement alors vers le parti politique, puis vers la violence, se fait insensiblement. Dans un premier temps, c'est pas vers la violence, c'est vers la défense, on pourrait dire, puisque on va armer l'ANC. Absolument. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, quand
quand est créé le fer de lance de la nation, c'est ainsi qu'on peut la branche armée de l'ANC. Il s'agit de détruire des biens, mais sans victimes et sans morts. Ça, c'est parce que c'est quand même Mandela qui crée cette branche armée. Mais il y a des restes de non-violence. Oui, quoi. il y a surtout, j'ai l'impression, des restes de phraséologie communiste, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on est quand même dans l'euphémisme. Lorsqu'on a des armes et qu'on a des munitions dans les armes en question, il est rare que ça n'aboutisse pas à la violence. Ça va d'ailleurs être la troisième étape, c'est la violence. Oui, alors l'idée, vous avez raison, il y a des choses que l'on dit puis d'autres que l'on fait. Mais par exemple, quand on s'attaque aux mines, c'est l'outil de production. On sait bien que qui va à la mine, ce sont plutôt des frères. Hein. Donc c'est plutôt des biens matériels. Il ne s'agit pas de tuer, quoi. Il ne s'agit pas de tuer des personnes en tant que telles. Quelle a été l'attitude des grandes nations occidentales face à cette violence qui était en train de se développer en Afrique du Sud? Parce que on a vu que les voisins africains nouvellement indépendants s'en sont un petit peu lavé les mains quand même, il faut bien le dire. Qu'en a-t-il été, évidemment, de la puissance mère britannique, mais d'une façon plus générale de l'Occident? Oui, alors c'est souvent la politique, c'est pragmatique. Alors il y a un peu d'hypocrisie. On fait avec les éléments qui nous intéressent, nous, je dis nous, la nation ou le pays qui s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté de sa frontière et parfois très loin. Et puis il y a aussi en effet les idéaux, les droits de l'homme. Et plus on avançait, plus ça devenait compliqué de tenir des discours où on disait oui, mais l'Afrique du Sud on peut pas rompre. Non, à un moment il a fallu bien se regarder dans la glace et dire c'était plus tenable, quoi. Alors à partir de 1964, on a mis de façon extrêmement dure, on a mis Nelson Mandela hors d'état de nuire au gouvernement. En tout cas, c'est comme ça que c'était vécu par les gouvernements successifs. Il est en prison, il est en détention, dans un régime d'une grande dureté. On va venir justement à tout ça, et on va venir à l'espèce d'expérience spirituelle que Nelson Mandela a vécue dans sa prison. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Sur Europe 1, extrait de la comédie musicale Madiba le musical, un spectacle hommage à Nelson Mandela avec Europe 1, présenté au Théâtre Comédia à Paris jusqu'à la fin du mois de mars, avant une grande tournée française. On écoutait Ae Mandela. Nelson Mandela est au cœur de l'histoire et vous recevez Franck Ferrand, les journalistes au service culture d'Europe 1, Thierry Geffrotin. Oui, c'est pas habituel, Thierry Geffrotin, de vous trouver sur un sujet aussi politique, si je puis dire. Comment êtes-vous venu à Nelson Mandela, vous ? Alors, j'allais dire, comme tout un chacun, une espèce de passion pour la légende. On peut ne pas connaître la vie dans les détails de Mandela, mais on n'échappe pas. C'est quand même l'un des hommes les plus importants du XXe siècle par son parcours, mais aussi par extrême intelligence, grande culture, charisme, caractère, parfois mauvais caractère, je pense. Mais il en fallait, là. Et un éditeur, les éditions éponymes, pour ne pas les citer, m'a contacté en disant, voilà, on ferait bien une bio audio. Alors, comme la radio, c'est un peu mon métier, et que voilà, j'avais une passion à peine cachée, mais sans grande connaissance, je me suis plongé, alors pas seulement dans les écrits de Mandela, qui sont fort nombreux, mais aussi dans tout ce qui concerne l'apartheid, l'Afrique du Sud, depuis le début du XXe siècle jusqu'à 1990, parce que je pense que l'élection de Mandela est très importante symboliquement, mais l'exercice du pouvoir, ce n'est pas le plus important dans ce destin absolument fabuleux. Alors, le quart de siècle que Mandela va passer derrière les barreaux va le conduire dans différents lieux de détention, Robben Island, le bagne, Pollsmoor et Paarl pour finir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de ce bagne de Robben Island? Alors c'est ça, le mot est bien choisi, c'est un bagne, c'est une île prison. Alors aujourd'hui, colonie pénitentiaire, si voilà, on veut. C'est un musée, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ça se visite, mais vous imaginez quand on pénètre dans cette île, qui est toute petite, qui fait 5 km de long, dont on ne s'échappe pas. C'est impossible. Il y avait autant de gardiens que de prisonniers, des prisonniers politiques essentiellement, avec des conditions de vie
épouvantable. C'est le bagne de Cayenne, hein, à peu de choses près, c'est ça. Alors, Mandela raconte ses journées, une journée type, 18 ans il est resté. Vous imaginez, une journée chasse l'autre. 18 ans dans ce bagne. On sait ce qu'on a fait la veille, on sait ce qu'on fait aujourd'hui, on sait ce qu'on fera demain, parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il se levait vers 5h du matin, on commence par prendre un petit déjeuner, c'est une espèce de bouillie avec du maïs. Lui, il fait des exercices physiques, parce que ça, c'est très important. Moi, je pense que tout s'est joué pour Mandela et pour le sort de l'Afrique du Sud à Robben Island. C'est-à-dire que là où il aurait pu devenir un légume, là il s'est fortifié, il a continué à faire des exercices physiques, mais aussi il s'est fortifié mentalement. Je vous disais qu'il apprend la langue de l'adversaire pour le comprendre, c'est là que ça se passe. Alors le lever 5h du matin, alors l'hygiène, je vous en parle même pas, une toute petite cellule, lui qui est très grand, quand il est allongé, il touche les deux murs. Ensuite le travail, alors d'abord on casse des cailloux toute la journée, on ne sait pas à quoi ça sert, mais casse des cailloux. Plus tard, ça sera ramasser le varech, dans des conditions, oui c'est ça, c'est dantesque. Il va perdre du poids, mais alors il va fondre à vue d'œil. Et en même temps, il y a l'impression d'une discipline, d'une autodiscipline qui va lui permettre de grandir intérieurement. Mais si ça se met en place plus tard. Vous parliez du sport. Oui. Mais il y a aussi la philosophie, il y a le théâtre, en fait, etc. Oui, mais là, vous allez très très vite, Franck. Ça, je vous dis qu'il reste quand même 18 ans à Robben Island. Au début, il est classé D, c'est-à-dire c'est le prisonnier qu'il faut surveiller absolument. Quand je dis qu'il y a un surveillant pour chaque prisonnier, sans doute y a-t-il 3 surveillants pour Mandela. N'oublions pas, un terroriste et communiste est condamné à la prison à vie. Mais au début, c'est pas ça du tout. Au début, alors c'est les douches à l'eau froide. Je vous disais qu'il y avait une bouillie de maïs le matin, il y avait la même chose à midi, et le soir, c'était la même chose. De temps en temps, de la viande, le courrier, 2 lettres par an. Au début de la détention, vous entendez, 2 lettres par an. Oh là là, oui. Je crois qu'il est 4 ans sans avoir de nouvelles de sa famille. Les lettres, évidemment, sont censurées. Comme la famille écrit recto verso, quand c'est découpé avec un rasoir, parce qu'il y a un mot, souvent c'est insignifiant, hein, la censure frappe, on se demande pourquoi. Mais on enlève ce qui ne doit pas être lu au rasoir. Donc par définition, ça enlève un bout du texte de l'autre côté. Recto verso, ils disaient qu'ils attendaient, mais on attend malgré tout les lettres comme une espèce de soleil au milieu de la nuit. Alors après, en effet, pour des raisons qu'il ne comprend pas, parfois ça s'adoucit, avec beaucoup de guillemets à s'adoucir, et puis hop, à nouveau ça se resserre, et au fil des années, voilà, vous savez, c'est pas le syndrome de Stockholm, mais les gardiens, ils connaissent bien tous les prisonniers, hein, ils les prennent pas en affection, mais ils se connaissent bien. Sûr, oui. Les directeurs changent, et il y a une forme d'humanisation. Oui, il est respecté, il est tellement respecté que, en effet, il organise des cours, il organise des pièces de théâtre, et finalement cette île de Robben Island, l'île des phoques, l'île aux phoques, on la surnommera l'université Mandela. Mais vous voyez, je vous résume en 1 minute 30, en 3 minutes, il faut pratiquement 2 décennies. Tenir compte de l'extraordinaire lenteur du temps qui passe comme ça, qui s'égrène. Oui, l'idée c'est de tuer, alors peut-être pas le tuer physiquement, mais de le tuer mentalement. Est-ce que à l'extérieur, son image, sa personnalité joue un rôle dans l'évolution de la situation sud-africaine? Oui, c'est-à-dire que l'icône, je vous ai dit que moi je suis passionné pour la légende, mais cette légende elle naît alors qu'il est à Robben Island, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même, aujourd'hui ça paraît inconcevable, on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être détenu à vie. On ne peut pas l'imaginer. Donc en effet, les mouvements s'emparent de son image. Il devient une icône à son corps défendant d'ailleurs, parce que lui-même dit que voilà, on me présente comme un saint. Alors il dit, si être saint, c'est avoir fait beaucoup de péchés avant, sans doute je suis un saint, mais il ne veut pas être considéré comme tel. Mais en effet, dans le monde entier, on s'empare de cette figure, on s'en empare. Alors, vous nous avez parlé de ces 2 décennies de privation, de détention très dure. Il y a quand même une forte inflexion dans le système au milieu des années 80. Ça, je me rappelle très bien. Moi, on suivait ça presque semaine après semaine. C'est le nouveau gouvernement. Que se passe-t-il en Afrique du Sud en 85? Oui, vous dites 85. Faut regarder ce qui se passe aussi en Union soviétique. Hein, c'est toujours la même chose. Hein, c'est ce qui se passe pour Mandela. En arrière-plan, il y a tout ce qui se passe dans le monde. Ça bouge le bloc de l'Est commence à bouger. Et Peter Botha, qui à l'époque dirige l'Afrique du Sud, décide, en tout cas propose au Parlement la liberté conditionnelle à Mandela en échange d'un renoncement à la lutte armée. Ça, on a beaucoup bougé, il n'est plus question là de détention à vie, mais alors en échange de ça, il n'en est pas question pour Mandela. Mais il s'est déjà passé quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas, quand on est prisonnier, on ne négocie pas, mais on se parle.
On commence à se parler. Ça, c'est très important. Alors, je pense que de par son métier d'avocat, de par sa personnalité, Mandela est un grand négociateur, mais face à lui, là, il y a d'abord Peter Botha, mais il va y avoir de Klerk, Frédéric de Klerk, qui lui aussi est un grand négociateur. Lui, il est contre... Et qui veut sortir de cette situation. Et qui veut en sortir absolument. Toujours, quand je parle de Mandela, j'associe, d'ailleurs ils ont été associés au moment du Nobel, de la paix, bien sûr, j'associe de Klerk, parce que ça se serait sans doute fait, parce que l'histoire était en marche, mais Frédéric de Klerk est très important dans tout ce qui se passe, vous dites, à partir du milieu des années 80, à partir de 1985, où Botha d'abord fait cette proposition qui n'aboutit pas. Il y a une première rencontre qui est assez incroyable en 1985. C'est le ministre de la Justice qui vient dans un hôpital du Cap où Mandela vient d'être opéré. Et il se présente, il va le voir. Vous voyez, on est loin de 1948 ou 1964, la détention à vie. Les dernières années de détention, ce sont plutôt des années de résidence surveillée, d'ailleurs, il faudrait dire. Oui, parce qu'en 1988, il est hospitalisé et finalement, il ne retourne pas en détention. Il est en résidence surveillée. Que de chemin parcouru. Il y a finalement la dernière détention. Alors celle-là, évidemment, elle est médiatique, elle est historique. C'est quand il est à la prison de Parle, d'où il sortira en février 1990. Ça fait un quart de siècle. Il y a une génération de Sud-Africains. Pour eux, c'est le livre d'histoire. Oh là là. Et on se souvient, tout le monde attendait ce moment où on le voit sortir. La sortie de prison de Mandela. Avec cette noblesse tranquille. On voit là qu'il est de sang royal. Ça se sent d'une certaine manière. Un port, une manière de se présenter. Port de tête magnifique. Oui, derrière, il y a plus de 26 ans de détention. Et cet homme, il a l'air de sortir intact. C'est faux. On ne sort pas intact de 26 ans de détention. D'ailleurs, vous parlez du deuxième mariage avec Winnie. Le mariage ne résistera pas voler en éclats, on peut dire, à cette très longue détention. On pourrait faire une émission sur Winnie Mandela, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est un autre sujet. Puis ça serait, alors c'est peut-être pas la nation arc-en-ciel. Il s'est remarié une troisième fois, d'ailleurs, il faut le dire. Oui. Alors, il va recevoir le prix Nobel, comme vous l'avez dit, conjointement avec Frédéric de Klerk, et puis il va devenir le président de la République sud-africaine. C'est quand même un retournement de l'histoire invraisemblable. Oui, il faut quand même se mettre à la place d'un Sud-Africain qui est né, on va dire en 1948, au moment où l'apartheid est institutionnalisé, et qui en 1994 aura comme président Nelson Mandela, je vous le rappelle, terroriste, communiste, et qui était le fondateur de la branche armée de l'ANC. On peut pas dire d'ailleurs qu'en tant que président, alors évidemment, les chefs d'État du monde entier sont allés se faire photographier avec Nelson Mandela. Ça faisait partie quasiment du parcours obligé, mais on peut pas dire que son mandat en tant que président ait été particulièrement marquant au demeurant. Non, ce qu'il a réussi dans un premier temps, tout est toujours à construire pour la nation sud-africaine, c'est une forme de réconciliation. En tout cas, il était là pour dire aux Blancs, vous ne ferez pas ce que vous voudrez désormais, et aux Noirs, la même chose. Donc il était, la nation arc-en-ciel, c'est lui. Mais après l'exercice du pouvoir, ça a été très compliqué, parce que malgré tout, les ressorts économiques, les leviers restent aux mains des Blancs. Il y a une bourgeoisie noire qui a vu le jour, mais l'ANC a été tiraillée par des affaires qui ne sont pas très brillantes. Alors après avoir eu le Parti national au pouvoir pendant des décennies, l'ANC est au pouvoir et l'exercice du pouvoir est très compliqué. Et Mandela était au milieu de tout ça. Il a eu à gérer le sida, et là pour le coup ça a été, je pense, j'aime pas le mot échec parce que c'est difficile de dire du mal de Mandela, mais en tout cas il n'a pas su gérer, d'autant que il a un membre de sa famille qui est mort du sida. Le déni du sida, c'est quand même un gros problème pas encore réglé en Afrique du Sud. Des problèmes économiques. Aujourd'hui, le rand a perdu 25% de sa valeur en un an par rapport au dollar. Il y a une sécheresse épouvantable au moment où on se parle. Là. Le pays, il y a un durcissement des positions de nouveau. On a l'impression que le balancier est reparti dans l'autre sens. L'histoire est toujours en mouvement. Et oui, hélas, Nelson Mandela est mort donc en décembre 2013, il faut le dire. Oui, alors ce qui a été très fort de sa part. D'abord, il n'a pas brigué de second mandat, ce qui est quand même une tentation de tout homme de pouvoir au plus haut niveau, et particulièrement en Afrique. Et surtout, il a su se retirer de la vie politique. Eh oui. Cincinnatus, d'une certaine manière. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Je rappelle que votre livre audio Nelson Mandela, le prodigieux destin d'un humanisme est édité aux éditions éponymes. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur Europe 1 et dans un instant, Franck Ferrand vous répondra à la question de Sophia sur l'origine du droit de veto. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Sophia qui, via la page Facebook de l'émission, s'interroge sur l'origine du droit de veto. Ah oui, vous savez qu'en latin, vetare, ça signifie s'opposer à quelque chose. Alors à la première personne, ça donne veto. Veto, ça veut dire je m'oppose, je refuse. Et les origines du droit de veto, évidemment, c'est dans la Rome antique qu'il faut aller les chercher, puisqu'à cette époque, les tribuns de la plèbe, c'est-à-dire des représentants des classes populaires, disposent de ce droit pour s'opposer aux décrets qui sont votés par le Sénat. Alors on ne retrouvera le droit de veto dans l'histoire que beaucoup plus tard, lorsque l'Assemblée constituante de 1789 accorde au roi, qui à l'époque est le roi Louis XVI, cet ultime rempart contre le pouvoir révolutionnaire. Il s'agissait seulement d'un veto suspensif, c'est-à-dire que si le roi voulait passer outre une décision de l'Assemblée, il pouvait s'y opposer et après le délai de veto, c'est-à-dire c'était 2 législatures quand même, on pouvait revoter contre le roi. Louis XVI a beaucoup usé du droit de veto, il faut le dire. Il l'a utilisé à chaque fois qu'il était confronté à des situations qui lui paraissaient insurmontables. Je pense au veto qu'il a manifesté sur les prêtres réfractaires, bien entendu, je ne vais pas entrer dans toute cette histoire. Aussi, un veto sur l'établissement d'un camp de 20 000 fédérés aux portes de Paris. Louis XVI estimait que c'était d'une imprudence folle. Des décisions telles que celle-ci ont évidemment mis les révolutionnaires hors d'eux. Vous savez qu'on criait dans les rues « Ah bah, monsieur Veto !» Ah bah, on disait aussi « Madame Veto » pour parler de Marie-Antoinette. Alors, vous ne serez pas étonné de savoir qu'aujourd'hui encore, la Constitution française ne prévoit pas de droit de veto pour le président de la République, et pour cause, on a de mauvais souvenirs, si je puis dire. La seule exception, c'est le veto qui est accordé aux 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France. Vous savez que lorsqu'une résolution est prise par le Conseil de sécurité, si l'un des 5 membres permanents décide de s'y opposer, il a le droit d'opposer ce fameux droit de veto.